Mon cabinet est spécialisé en droit de la famille à Paris, mais appréhende également les questions de droit international privé et donc de divorce dans un contexte international. Je m'appelle Céline Richard et je suis assistée aujourd'hui de Marie-Camille Laloy, qui est élève avocate à l'école de formation du barreau de Paris. Nous allons répondre à l'ensemble de questions aujourd'hui à la fin de notre présentation. Et si vous souhaitez des questions plus personnelles ou plus précises, vous pourrez nous contacter par email à l'adresse mail de contact que nous vous laisserons. Alors, à partir de quel moment se situe-t-on dans un contexte international et en l'occurrence dans un divorce dans un contexte franco-allemand? Alors, cela dépend de plusieurs critères. La plupart du temps, cela recouvre le critère de la nationalité, donc soit la nationalité française, soit la nationalité allemande, ou la fixation du lieu de résidence, par exemple en Allemagne. Donc, il peut s'agir de deux personnes françaises ou franco-allemandes installées en Allemagne ou en France. En fonction des éléments d'extranéité, on déterminera le juge compétent et la loi applicable aux différents aspects du litige et en l'occurrence du divorce. Attention, certains éléments que vous avez pu ne pas anticiper de façon légitime, soit au moment de votre mariage, soit au moment de votre séparation, peuvent poser des difficultés puisque vous ne pouvez pas présager de la loi applicable ou du tribunal compétent sur les différents aspects du divorce. Aussi, pour une présentation claire, nous allons d'abord évoquer ensemble les difficultés qui peuvent naître lors d'une séparation, par exemple quand la résidence habituelle est fixée en Allemagne. Ensuite, les principales différences entre le droit français et le droit allemand en matière de divorce. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas être exhaustives sur tous les aspects du droit français et du droit allemand, mais essentiellement vous alerter sur les différences les plus importantes et celles qui peuvent avoir le plus de conséquences sur votre situation familiale. En troisième partie, nous vous donnerons quelques clés pour anticiper ces difficultés. Et enfin, nous ferons un focus sur le nouveau divorce par consentement mutuel sans juge qui existe en France depuis le 1er janvier 2017. Je laisse la parole à Marie-Camille pour vous présenter les problèmes liés à l'extranéité. Donc, comme vous l'avez compris, à partir du moment où il existe un élément d'extranéité dans votre situation, donc par exemple vous êtes français et vous résidez en Allemagne, alors le juge saisi pourrait être le juge allemand ou le juge français en fonction. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, quel est le tribunal compétent et quelle est la loi applicable à ma situation? Donc d'abord, nous allons voir le tribunal compétent. Pour que vous compreniez bien ce qui va suivre, il faut comprendre que le divorce se divise en plusieurs catégories. Donc on a d'abord le procès du divorce, ensuite on a la responsabilité parentale, donc l'autorité parentale et la résidence, les obligations alimentaires entre les époux et à l'égard des enfants, et enfin le régime matrimonial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le juge compétent ne sera pas forcément le même en fonction de ces catégories. Concernant d'abord le prononcé du divorce, c'est un règlement européen qui s'appelle Bruxelles 2 bis qui règle cette question. Donc le tribunal compétent sera celui de la résidence habituelle des époux, donc par exemple l'Allemagne si vous habitez en Allemagne, la dernière résidence habituelle des époux si l'un d'entre eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, c'est-à-dire celui qui n'engage pas l'action en divorce. Enfin, ça peut être également celui de la nationalité commune des époux, donc la France si vous êtes tous les deux français. Ces critères sont alternatifs, donc ça peut être l'un ou l'autre des tribunaux. Concernant maintenant la responsabilité parentale, ce sera l'état de la résidence habituelle de l'enfant. Donc l'Allemagne si vous résidez en Allemagne, mais le juge français saisi pourra également s'estimer compétent par prorogation de compétences. En fait, c'est pour que le juge se saisisse de toutes les questions du divorce et que ce soit plus pratique, entre guillemets. Concernant maintenant les obligations alimentaires, ce sera le juge du lieu de résidence habituel du créancier, c'est-à-dire celui qui reçoit l'argent, ou rattachement au tribunal déjà compétent pour le divorce, et c'est comme pour les enfants, pour une question de pratique. Enfin, pour le régime matrimonial, ce sera le tribunal déjà compétent pour le divorce. Néanmoins, le juge saisi n'appliquera pas forcément la loi de son État. C'est pour ça qu'il faut déterminer quelle loi sera
applicable à votre divorce? Concernant la loi applicable, si le juge français est saisi pour fixer les mesures provisoires, il appliquera de façon automatique la loi française pour fixer ces mesures provisoires en raison d'une jurisprudence qui date de 2015 et pour faciliter le travail du juge. Les mesures provisoires, c'est une sorte de préjuge du divorce. On reviendra sur ce point ultérieurement. Ensuite, sur les différents aspects du divorce que j'appelle les mesures définitives du divorce. D'abord, sur le prononcé du divorce en lui-même. La loi applicable peut être la loi de la résidence habituelle depuis plus d'un an et s'il y a une loi du fort, c'est-à-dire la loi de l'État du tribunal qui a été saisi. Et ces différents critères sont prévus par le règlement dit Rome 3. Ensuite, sur la loi applicable à la responsabilité parentale, alors on vous l'a dit, la responsabilité parentale, ce sont toutes les questions qui recouvrent l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la résidence de l'enfant. Alors, premièrement, elle peut être la loi du fort, la loi de la juridiction saisie, ou la loi qui présente des liens les plus étroits avec l'enfant. Le plus souvent, ce sera la loi de l'état du lieu de résidence habituel des enfants. Ensuite, concernant les obligations alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est? Les obligations alimentaires, ce sont les pensions alimentaires que l'un des conjoints peut verser à l'autre pour les enfants, ou également ce qu'on appelle la prestation compensatoire qui peut être versée par l'un des époux à l'autre à la fin de la procédure de divorce. Alors, cette loi peut être celle de l'état de la résidence habituelle du créancier ou la loi avec laquelle les époux entretiennent les liens les plus étroits. Par exemple, c'est l'État où ils ont centralisé l'intérêt économique, où ils résident, donc l'État avec lequel ils présentent le plus de. Enfin, sur le régime matrimonial, soit la loi choisie par les époux, par exemple dans un contrat de mariage, soit la loi de la nationalité commune des époux ou la loi de la première résidence des époux après le mariage. Donc, on a conscience quand même que là, ça fait beaucoup d'informations. Donc, du coup, vous avez fait un petit tableau récapitulatif en prenant, a priori, ce qui semble être une situation un peu de base. Donc, 2 personnes de nationalité française qui résident actuellement en Allemagne et qui souhaitent se séparer. Donc, vous voyez bien que le juge français peut être saisi sur le fondement de la nationalité des époux, donc française, mais le juge allemand peut l'être également sur le fondement de la résidence habituelle. Vous voyez que, par exemple, en fonction du juge qui sera saisi, la loi applicable à la responsabilité parentale ne sera pas la même. Et vous allez voir plus tard, quand on vous expliquera les différences, que ça peut vraiment avoir un impact extrêmement important, puisqu'en Allemagne, la résidence alternée est quasiment refusée systématiquement. Donc, en fait, le tribunal qu'on saisit en premier a beaucoup d'importance. C'est pour ça qu'on parle de course à la juridiction. C'est-à-dire que le premier qui va saisir, entre guillemets, va gagner, puisque c'est le premier tribunal saisi qui va s'estimer compétent. Et en vertu du règlement Bruxelles de bis dont je vous parlais tout à l'heure, le deuxième tribunal saisi devra se dessaisir de l'affaire, puisque le premier aura été saisi en premier. Alors, juste une petite précision sur la course à la juridiction qu'on appelle aussi le forum shopping, puisqu'il s'agit bien d'aller saisir le tribunal qui va vous permettre d'appliquer la loi qui vous est la plus favorable. Il faut vraiment se rendre compte que comme les lois peuvent avoir des impacts très différents en matière d'obligations alimentaires, en matière de prestations compensatoires ou pour toutes les questions relatives aux enfants, parfois quand on va déposer une requête en divorce au greffe du tribunal de grande instance, on demande même au greffier de noter l'heure parce qu'il nous arrive dans le cadre de notre exercice d'avoir une requête en divorce déposée en France à 10 heures le 15 décembre et d'avoir le même jour une requête en divorce déposée en Allemagne à 17 heures. C'est vraiment des situations qui arrivent parce que le couple est dans un contexte extrêmement conflictuel et qu'il peut arriver que par hasard, il dépose sans le dire à l'un ou à l'autre une requête dans 2 États différents. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre qu'à partir du moment en France où la requête est enregistrée au greffe, la France bloque la procédure de divorce dans son État.
Ensuite, nous allons essayer de vous donner une comparaison des systèmes français et allemands, à la fois sur la procédure et à la fois sur les conséquences du divorce. Sur la procédure de divorce en France, elle démarre toujours dans un cadre contentieux par le dépôt d'une requête en divorce pour que le juge convoque les parties à une audience de tentative de conciliation et qu'il fixe les mesures provisoires. Ces mesures provisoires seront très importantes à un double titre. D'abord parce qu'elles sont provisoires, mais elles peuvent être appliquées pendant plusieurs années. Donc, c'est quand même extrêmement important sur les mesures entre époux, sur le règlement provisoire des dettes ou sur les organisations afférentes aux enfants, d'obtenir des mesures provisoires qui vous soient confortables. Et également parce que lorsque les mesures définitives seront fixées par le juge de divorce, ce juge va fortement s'inspirer de ces mesures provisoires pour rendre sa décision. Donc, il est très important de bien anticiper cette phase qui est une phase de la procédure orale et de pouvoir communiquer vos éléments avec des pièces justificatives afférentes. Ensuite, la deuxième partie de la procédure de divorce en France, c'est l'assignation en divorce qui démarre cette procédure et au bout de plusieurs échanges de conclusions entre les parties, une date d'audience de plaidoirie est fixée. Le juge tranchera sur les désaccords persistants entre les époux. Ensuite, concernant rapidement la procédure en Allemagne, alors nous ici, nous ne sommes pas experts à proprement parler du droit de la famille allemand, mais on a quelques éléments à vous donner. D'abord, comme en France, à tout moment de la procédure, vous pouvez revenir vers un divorce par consentement mutuel en prenant des accords. Ensuite, sur la procédure en elle-même, il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas de divorce par consentement mutuel global, c'est-à-dire que vous devez automatiquement saisir le juge allemand pour faire modifier votre état civil, mais vous pouvez trouver des accords sur les effets du divorce ou faire des procédures jointes. Si vous souhaitez avoir des renseignements plus précis sur la procédure allemande, il faut réellement vous rapprocher d'un avocat allemand qui pourra vous aiguiller par rapport à votre situation. Ensuite, sur les causes du divorce. En France, on a donc le divorce par consentement mutuel. On reviendra à ce point ultérieurement. Et puis ensuite, on a trois types de divorce. Le divorce pour faute. Le divorce recouvre le plus généralement des situations de violence ou d'adultère qui caractérisent une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage. Le deuxième type de divorce est le divorce pour altération définitive du lien conjugal, quand vous vivez séparément depuis plus de 2 ans. Et enfin, le divorce accepté, lorsque les époux sont d'accord sur le principe du divorce, ils signent devant le juge lors de l'audience de tentative de conciliation un PV d'acceptation et ensuite leur procédure continue simplement pour régler les effets du divorce. En Allemagne, la notion principale de cause du divorce, c'est l'échec du mariage, quand la communauté de vie n'existe plus, la plupart du temps au bout d'une séparation d'1 an, et en cas de désaccord d'un des époux sur le principe du divorce, il faudra attendre un délai de 3 ans. Donc, c'est important de noter qu'en fait, en Allemagne, il n'existe pas de divorce pour faute. Donc, peu importe la cause du divorce. Concernant maintenant les conséquences du divorce, c'est là où il y a des différences fondamentales. On va d'abord voir les conséquences entre époux et ensuite les conséquences à l'égard des enfants. Concernant d'abord les époux, on va vous parler du nom de famille. Alors en France, le principe, c'est que quand on divorce, l'épouse ne conserve pas le nom de famille de son époux et elle récupère son nom de jeune fille. Alors qu'en Allemagne, c'est l'inverse. L'épouse conserve le nom de son époux et si elle le souhaite, elle peut l'abandonner. Mais on voit bien que le principe n'est pas le même. Concernant maintenant les conséquences financières entre les époux. En France, on a ce qu'on appelle une prestation compensatoire qui vise à compenser les disparités nées de la rupture du mariage. Donc, qu'est-ce que le juge va prendre en compte? La durée du mariage, des époux, par exemple les sacrifices professionnels qui ont été faits par un époux, par exemple quelqu'un qui a suivi son époux à l'étranger, qui a abandonné son travail, qui s'est occupé des enfants. Donc, tout ça va être pris en compte par le juge pour calculer justement une prestation compensatoire. Alors, la prestation compensatoire en France peut être sous forme de capital, donc en une seule somme, ou sous forme de rente échelonnée, limitée à 8 ans.
En Allemagne, on a le même principe, donc qui vise à compenser par exemple les sacrifices faits par l'époux, mais la rente sera mensuelle et ne sera pas forcément limitée dans le temps. Donc on voit bien que c'est différent. L'autre différence fondamentale, c'est qu'en Allemagne, le juge ne prend pas en compte le patrimoine des époux pour calculer cette compensation financière, alors qu'en France, il le prend en compte. Par exemple, quelqu'un qui a arrêté de travailler mais qui a un très très gros patrimoine n'aura pas forcément de prestations compensatoires, alors qu'en Allemagne, ce n'est pas le cas. Une autre différence fondamentale, ce sont les droits à la retraite. En France, le divorce n'a aucune incidence sur les droits à la retraite. Chacun conserve ses droits acquis. Puisqu'en France, le principe, je te coupe une seconde, c'est que le juge va fixer les mesures financières au jour où il statue. Donc, il ne peut pas faire une prévision sur les futurs droits à la retraite de l'un des époux pour en attribuer une partie à l'autre. En revanche, il va le considérer pour examiner la situation de chacun des époux, surtout si on se trouve par rapport à deux époux, si madame n'a jamais travaillé, ils ont une soixantaine d'années et monsieur va bénéficier d'une retraite confortable, il est évident que le juge français va accorder une prestation compensatoire plus importante pour l'épouse. Maintenant, en Allemagne, le principe est très différent. Marie-Camille va vous expliquer. En Allemagne, oui, c'est différent puisqu'en fait, le juge va prendre les droits à la retraite des époux, donc ceux de l'épouse et ceux de l'époux, va les additionner et va tout diviser en deux. Donc, on voit quand même que ça peut créer des situations particulièrement anxiogènes pour celui qui a travaillé alors que l'autre n'aura pas travaillé. Et d'ailleurs, c'est automatique si le mariage a duré plus de 3 ans et on ne peut pas faire un accord dessus. Donc ça, c'est une conséquence financière qu'il faut vraiment avoir en tête si on habite en Allemagne. Sur les conséquences relatives à l'autorité parentale. Donc, l'autorité parentale, c'est vraiment, excepté la pension alimentaire, tout ce qui concerne les enfants mineurs. L'autorité parentale s'arrêtant aux 18 ans des enfants. Alors, la France est vraiment dans un courant de coparentalité très égalitaire, voire exacerbé, dans la mesure où le juge français, par exemple, la résidence alternée, force un peu les choses, c'est-à-dire que même s'il y a des désaccords entre les parents, même si toutes les conditions ne sont pas forcément toujours réunies, dans l'idée de maintenir une coparentalité extrêmement égalitaire, le juge peut ordonner la mise en place d'une résidence alternée à partir du moment où un minimum de critères sont remplis, tels que le fait d'habiter à proximité, que l'école des enfants soit à proximité du domicile de chacun des parents, qu'il y ait un minimum d'entente et de bonne communication entre les parents. Voilà, ce sont des aspects qui sont pris en compte par le juge français pour ordonner une résidence alternée. On est vraiment aussi en France dans une idée de protection des droits du père, certainement parce qu'antérieurement, il y a eu des abus et des pères qui ont été entravés dans leur parentalité. Donc, le législateur est intervenu et a notamment favorisé la résidence alternée, mais aussi les notions d'exercice d'autorité parentale conjoint. Donc ça, c'est un élément très important. Et enfin, en France, la parole de l'enfant a une place, mais une place particulière, puisque on entend en France que les enfants qui sont doués de discernement, donc l'âge varie selon les juridictions, mais la plupart du temps, il n'est pas envisageable d'entendre un enfant devant un juge avant 8 ou 9 ans. Il n'y a pas vraiment d'audition pour des enfants plus jeunes. Alors, on va voir qu'en Allemagne, tout ça est très différent. L'Allemagne est un pays très conservateur en matière d'autorité parentale. On peut dire qu'il favorise largement les mères, de façon globale, et qu'il n'est pas du tout aussi libéral qu'en France sur la notion de coparentalité. Par exemple, sur la notion de résidence alternée, le juge allemand ne va pas forcer la mise en place de la résidence alternée s'il demeure des désaccords entre les parents. Donc, le juge ne prendra pas cette responsabilité-là et maintiendra le système existant, par exemple, fixation de la résidence habituelle chez la mère et droit de visite et d'hébergement classique pour le père. En revanche, les enfants vont être entendus beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes. Par exemple, à partir de 4 ou 5 ans, la parole de l'enfant est vraiment appréciée de façon très différente. Et si l'enfant manifeste d'une façon relativement sensée sa volonté de vivre dans le cadre d'une résidence alternée, à ce moment-là, le juge allemand y fera droit. Donc, c'est une des différences essentielles par rapport à la France. Et la place de l'enfant est appréciée vraiment dans toute sa globalité. Par exemple, une magistrate il y a quelque temps qu'en Allemagne, il lui est arrivé de voir des bébés amenés chez un juge
pour que le juge lui explique la situation. Alors, ça peut paraître totalement improbable, mais c'est pour vous dire que vraiment, on pense en Allemagne que l'enfant a vraiment sa place et son ressenti dans une procédure de divorce. Ensuite, concernant la pension alimentaire, dans les deux États, c'est relativement le même principe, puisqu'on regarde les ressources et les charges de chacun et les besoins des enfants pour fixer le montant de la pension alimentaire. Donc, on va voir ensuite les clés pour anticiper la compétence du tribunal et la loi applicable. Donc effectivement, comme ça, on répondra aussi à la question d'Éléonore. Donc d'abord, comment anticiper? Vous avez deux solutions. D'abord, la rétra de mariage. Donc ça, c'est vraiment vivement conseillé si vous êtes amené à vous expatrier ou que vous avez une nationalité différente de celle de votre conjoint. Parce que moi, ça va fixer déjà le sort de vos biens. Ensuite, dans un contrat de mariage, on a la possibilité d'insérer des clauses, et notamment des clauses de choix du fort, donc de choix en fait de la juridiction compétente, et ensuite des clauses par rapport à la loi qui sera applicable. Donc pour le contrat de mariage, vous allez chez un notaire. En revanche, si vous vous mariez à l'étranger, il faudra bien évidemment indiquer au consulat de France que vous avez fait un contrat de mariage. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une déclaration de loi applicable chez le notaire. C'est un peu le même principe. C'est pour justement prévoir la loi qui sera applicable au divorce et notamment aux conséquences financières de votre divorce. Donc, ce sont les quelques pistes pour anticiper ces choses-là. Alors, je vois une question de Bénédicte, enfin, qui n'est pas une question, qui est une affirmation, et qui nous dit, attention, il ne suffit pas seulement de fixer la compétence du tribunal, mais aussi le droit applicable, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, évidemment, et faire le contrat dans les deux langues. Alors, pourquoi faire le contrat dans les deux langues? Parce qu'effectivement, si ultérieurement, vous avez un litige et que le juge doit trancher, il doit vérifier que chacune des parties a été en mesure de comprendre la portée de ses engagements. Donc, effectivement, c'est un bon conseil. Après, très souvent, là aujourd'hui, dans votre situation, on parle à des couples qui sont expatriés français et qui vivent en Allemagne, donc ce n'est pas une question qu'on avait prévue en amont, mais c'est vrai que par exemple, si vous avez un couple binationaux, c'est très important de le faire dans les deux langues. Enfin, nous voulions aborder aujourd'hui le divorce par consentement mutuel sans juge qui a été instauré en France depuis le 1er janvier 2017. Avant cette réforme, vous pouviez divorcer en France avec un avocat commun qui rédigeait une convention de divorce que l'on faisait homologuer par un magistrat, par un juge aux affaires familiales qui rendait jugement. Donc, pas de difficulté sur la reconnaissance de cette décision à l'étranger, puisqu'il s'agissait d'un jugement. Depuis le 1er janvier 2017, si vous le souhaitez divorcer par consentement mutuel en France, vous ne passez plus devant un juge, mais chaque époux doit avoir son propre avocat et à quatre, avec les époux et les deux avocats, va être rédigée une convention de divorce qui prévoira du divorce. Donc, juge, d'où un délai beaucoup plus court puisqu'on n'est plus soumis à des délais de tribunaux. Chaque époux aura son propre avocat, ce qui permet d'assurer une objectivité et un équilibre de la convention. Une fois que la convention est rédigée, elle sera déposée au rang des minutes d'un notaire et sera exécutoire vis-à-vis des tiers. Mais attention, la difficulté réside dans le fait que le législateur français n'a pas prévu que ce divorce par acte d'avocat puisse avoir une efficacité à l'étranger ou en tout cas n'a pas anticipé les modalités de reconnaissance puisqu'il s'agit en réalité d'un contrat qui est déposé chez un notaire. Donc, il n'a pas forcément de force exécutoire ou de reconnaissance à l'étranger. En l'occurrence, en matière de reconnaissance du divorce par acte d'avocat français en Allemagne, on a vraiment les plus vifs doutes pour l'instant, il n'est pas reconnu. D'abord parce que le droit allemand n'est pas tout à fait semblable au droit français, notamment on l'a vu sur les questions liées à l'audition des enfants. Et le juge allemand probablement ne reconnaîtra pas un contrat français dans lequel on ne fait pas preuve de l'audition de l'enfant. Il peut y avoir également des difficultés parce qu'en Allemagne, le principe du changement de civil passe obligatoirement devant un juge, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, le premier conseil pour divorcer par consentement mutuel en France, même avoir une reconnaissance de votre divorce en Allemagne, serait de prévoir des clauses spécifiques au sein de la Convention pour montrer que l'un et l'autre, vous êtes bien au courant du droit allemand et du droit français et que vous avez été pleinement éclairé de vos engagements, et aussi de faire signer un formulaire où on propose aux enfants d'être entendus
et de l'annexer à votre convention. Mais honnêtement, vous n'êtes pas totalement garanti dans cette première option. La meilleure option est de saisir le juge français et indirectement de faire homologuer une convention de divorce qui aura la force exécutoire d'un jugement en Allemagne. Ça, c'est vraiment pour vous la décision la plus sécurisante pour vous. Alors, Bénédicte nous confirme ce qu'on est en train de vous dire. Clairement, les Allemands ne le reconnaissent pas, ce divorce devant notaire. Alors, effectivement, on n'a pas de reconnaissance aujourd'hui et il faut vraiment obtenir un jugement en France pour pouvoir être sûr d'être divorcé aux yeux de l'État allemand et de pouvoir éventuellement faire modifier votre acte de naissance allemand pour qu'il porte la mention du divorce. Après, vous pouvez toujours saisir le juge allemand. Et vu qu'en Allemagne, à tout moment, il est possible de faire un accord, vous pouvez faire ça aussi, hein, c'est possible. Voilà, alors si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre concernant ce qui vient d'être vu à l'instant. Alors, pour anticiper le choix du tribunal compétent, la première question, on y a répondu au cours de notre exposé. Vous pouvez prévoir le choix du tribunal compétent dans un contrat de mariage, du type contrat par exemple de séparation de biens, ou Marie-Camille vous l'a expliqué, dans un acte de déclaration de loi applicable et du tribunal compétent sur les questions financières. Vous ne pourrez pas enlever l'application d'une loi, par exemple en ce qui concerne les enfants. Alors, le régime légal en Allemagne, pour répondre à la question de Céline, le régime légal en Allemagne, Marie-Camille peut nous en parler, c'est une sorte de mixte entre un régime communautaire et une séparation de biens. Voilà, alors en fait, le régime légal en Allemagne, c'est le régime de la participation aux AT, qui est d'ailleurs un régime qui existe aussi en France, mais qui est un régime conventionnel en France. C'est-à-dire qu'il faut faire un contrat pour bénéficier de ce régime. Ça signifie que pendant le mariage, on est marié comme en séparation de biens. Donc, il n'y a pas de communauté entre les époux. Tous les biens sont propres ou en indivision si on achète ensemble. Au contraire, en France, le régime légal, c'est la communauté de biens. Donc, la communauté de biens, ça veut dire que tout ce qui est gagné, entre guillemets, pendant le mariage, donc les gains et salaires, par exemple, sont communs. Alors, c'est la communauté, en France, le régime légal, c'est la communauté réduite aux acquets, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, tout ce qui a été reçu par donation ou par héritage antérieurement au mariage ou pendant le mariage reste des biens propres. Et d'ailleurs, avec l'Allemagne, on a une convention qui permet d'opter pour un régime franco-allemand qui est celui de la participation aux acquets, donc qui ressemble un peu au régime légal allemand, mais qui n'est pas tout à fait le même. Donc voilà, vous pouvez tout à fait choisir ce CRA quand vous vous mariez. Alors, une autre question de Céline. Je réside en Allemagne. Mon mari et moi sommes français. Quel tribunal puis-je saisir pour divorcer? Alors, c'est vraiment le cas de figure où vous avez un choix de juridiction sur le règlement Bruxelles de bis, puisque vous pouvez à la fois saisir le tribunal français sur le fondement de la nationalité française commune ou le tribunal allemand sur le fondement de votre lieu de résidence habituel en Allemagne. D'où l'intérêt d'aller vraiment examiner les différents aspects des lois applicables sur votre divorce pour voir si vous avez plutôt intérêt à saisir en France ou à saisir en Allemagne. Alors, concernant la question de Roselyne, que se passe-t-il en cas de SCI créé en famille en France à titre privé sans revenu? Donc, en fait, on ne peut pas vraiment répondre à votre question puisqu'on ne connaît pas votre régime matrimonial. Mais a priori, si elle est créée en famille et que vous êtes en communauté légale, enfin le régime français, et que vous n'avez pas prévu, que votre époux ne soit pas dans cette SCI, a priori, ce sera commun. Si les parts de SCI vous ont été données ou léguées, alors… Ah oui, d'accord. Régime patrimonial allemand aux acquets, nous dit Roselyne. Mais en fait, avec le régime allemand, tous vos biens, tout ce que vous avez sont propres. Donc, ce sera votre bien propre à vous.
ce ne sera pas un bien commun. Donc, il vous restera à vous. Alors, Bénédicte nous de la protection des juges de leurs ressortissants. Selon moi, les juges allemands protègent les Allemands et les Français les Français. Le juge va être une excuse pour appliquer son droit, sa vision des faits, pas objectif. Alors, C'est tout à fait Bénédicte, vrai. on est tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un manque de courage intellectuel de la part des juges français et des juges allemands. C'est vrai que par exemple, le juge français trouvera toujours ou presque un critère de rattachement pour justifier de sa compétence et appliquer son droit français, tout simplement parce que c'est vraiment le droit qu'il connaît le mieux. Et les Allemands, on peut dire que c'est essentiellement la même chose. Et je pense que c'est vraiment aussi par peur d'engager leur responsabilité sur un droit qu'ils maîtrisent moins. Donc, il n'y a pas une très grande objectivité de nos magistrats sur ces questions. Alors Céline, je m'oppose à la mise en place d'une résidence alternée. Ai-je plus intérêt à saisir en France ou en Allemagne? Alors du coup, Céline, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que en Allemagne, les magistrats sont quand même très frileux par rapport à la résidence alternée, et d'autant plus si vous êtes française, puisque comme dit Bénédicte, ils sont un peu chauvins et ils vont avoir tendance à accorder la garde à la mère ou aux parents allemands. Donc vous avez plutôt intérêt à saisir en France si vous en avez la possibilité. On peut encore répondre à vos questions pendant quelques minutes. Alors, Bénédicte rajoute, le problème est surtout que les Allemands ne connaissent pas le système français. Et les Français Euh, ne connaissent pas le système allemand. oui, l'inverse est assez exact, exactement, voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, aller dans une situation la plus pragmatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous saisissez en Allemagne, vous dire que vraiment, globalement, c'est le droit allemand qui sera applicable et que en France, c'est aussi globalement la même chose que sur les mesures financières où vous pouvez essayer d'anticiper dans votre contrat, mais sur le reste, il est certain que le juge allemand appliquera le droit allemand dès qu'il le pourra et inversement pour le juge français. Alors, Alors, Céline, je vais m'installer en France et mon mari reste en Allemagne. Comment? cela peut-il se passer pour les enfants? Alors, du coup, Céline, vous rentrez votre mari reste en Allemagne, donc pour les enfants, ça dépend. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous préférez que leur résidence soit fixée chez vous ou chez leur père? Je sais qu'en France, les juges, lorsqu'un parent habite à l'étranger, ont tendance à accorder des droits de visite et d'hébergement sur les temps des vacances pour éviter de couper l'enfant pendant les week-ends ou de lui faire des trajets un peu plus longs. Donc, a priori, pour les enfants, la résidence sera fixée chez un seul des parents, donc peut-être chez vous si vous la demandez, et le papa aura des droits de visite et d'hébergement plus longs sur les vacances scolaires. Par exemple, l'intégralité des petites vacances, c'est possible. Alors ensuite, on a une question de Patricia qui nous demande comment est calculée la pension alimentaire en France, en Allemagne, tableau de Düsseldorf. Alors, en France, on a un tableau qui est communiqué, pas annuellement, mais tous les 2-3 ans, sur le montant des pensions alimentaires au regard des ressources du parent débiteur, de l'amplitude du droit de visite et d'hébergement et du nombre d'enfants. Donc, le parent qui a un DVH le plus large, voire une résidence alternée, paiera de moins en moins. Plus il voit l'enfant, plus il prend en charge les frais quand il a l'enfant à son domicile. Et évidemment, cela dépend de ses revenus. Donc le juge va regarder ce tableau pour se donner une référence, mais il n'est pas forcément tenu à ce tableau. Il va surtout regarder le train de vie des époux, les habitudes qui ont été mises en place, qui ont été actées. Si les époux sont déjà séparés depuis un moment et que le père a commencé à verser mensuellement une pension alimentaire, il est possible que le juge confirme ce versement. En fait, ça dépend de beaucoup de facteurs, du nombre d'activités des enfants, enfin, du coût global des frais mensuels des enfants. Donc, il va regarder les ressources de chacun des parents, l'amplitude du droit de visite et d'hébergement ou si c'est une résidence alternée, les charges fixes mensuelles de chacun des parents et le tableau de charges mensuel des enfants. Mais c'est tout pas, c'est une appréciation du juge. Il n'y a pas des éléments complètement objectifs fixes. En fait, il existe un tableau, mais que finalement les juges Oui, bien n'appliquent sûr. pas forcément. C'est une table d'ailleurs, une table de référence, donc ce sont des indices.
Alors, pour répondre à Frédéric, est-ce qu'il est possible de récupérer la présentation? La vidéo du webinaire vous sera adressée dès demain, donc vous pourrez y retrouver la présentation. Alors, on a peut-être encore une question. Bénédicte, en Allemagne aussi, mais ils peuvent aussi vous empêcher de quitter le pays. Si vous êtes d'accord avec le père, je conseille aussi le droit français. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a eu, enfin, vous avez peut-être vu d'ailleurs, je sais pas, à la télé ou autre, mais il y a eu pas mal de problèmes liés justement à des parents qui ne voyaient plus leurs enfants, que l'enfant n'avait plus le droit de quitter le territoire allemand. Donc c'est vrai que ça a été pas mal médiatisé. Donc la France est quand même beaucoup plus protectrice des droits du père et globalement des deux parents. Alors après, si vous résidez en France et que, par exemple, vous souhaitez déménager et vivre en Allemagne, le juge français ne va pas forcément non plus favoriser le départ des enfants dans un autre pays si l'autre parent n'est pas d'accord, hein. Les éloignements géographiques sont aussi assez conflictuels sans qu'il y ait forcément un chauvinisme, mais plutôt le fait de changer les enfants de leur résidence habituelle et de leurs repères. Alors, ensuite, on a une question. Nous sommes un couple franco-allemand marié en Allemagne avec un contrat de mariage très restrictif pour moi, française, rédigé chez un notaire allemand. Puis-je lancer une procédure de divorce en France? Bah alors en fait, quand vous dites un couple franco-allemand, c'est-à-dire que vous êtes française et votre mari est allemand? Parce que si c'est le cas, et que vous résidez en En fait, on ne sait pas où Allemagne, vous résidez. ça dépend où vous résidez. Si vous résidez en Allemagne et que vous seule êtes française, vous ne pouvez pas saisir le tribunal français. Deux époux soient français pour pouvoir le saisir. Alors, Nathalie, le tribunal en Allemagne a refusé de me laisser rentrer en France en dépit d'une promesse d'embauche, ce qui a entraîné une situation financière très délicate, mais c'est pas vraiment étonnant. Vous, alors excusez-moi si je coupe votre nom, vous êtes française, Oui, lui allemand, et vous résidez tous les deux en Allemagne. oui, c'était en fait pour répondre à cette Oui, question. alors Bah, du coup, effectivement, alors le lieu de résidence habituel du défendeur, et on peut peut-être retrouver quand même un critère sur Bruxelles de bis. en Si fait, c'est, sinon, si, il faut que vous reveniez vivre en France. non, mais sinon, si la dernière résidence habituelle était Berlin et que votre époux y réside encore, effectivement, ce sera encore l'Allemagne. En fait, il faut rentrer en France et que vous y résidiez pendant 6 mois pour pouvoir saisir le juge français. Regardez, je vais vous remettre le, euh, le PowerPoint. Sur le tribunal compétent. Voilà, regardez, en fait, vous voyez le sixième cas, la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre. Donc, votre seule solution pour saisir le juge français, c'est justement de venir habiter en France pendant 6 mois. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, Roselyne, non, alors ça, on est sur autre chose. Audrey, nous sommes tous les deux français, vivons en Allemagne. En septembre, chacun va prendre un logement à proximité pour le bien-être de nos deux enfants. Quand lancer la procédure? Alors, ça dépend. Est-ce que vous voulez saisir français ou le juge allemand, Audrey? Parce que de toute façon, si vous êtes d'accord sur la mise en place d'une résidence alternée, le juge allemand va homologuer votre accord sur cette question. Voilà, vous pensez saisir le juge allemand, ben, ce qui est logique aussi, puisque si vous continuez de vivre en Allemagne, vous pouvez lancer la procédure à partir du moment où effectivement chacun vit déjà séparément et que vous avez mis en place de fait. Donc, vous ne voulez pas de résidence alternée, d'accord. Donc, peut-être la fixation de la résidence chez vous et un droit de visite et d'hébergement pour monsieur. Il ne devrait pas du tout y avoir de difficulté pour le juge allemand sur cette question. Après, ça dépend, enfin, vous lancez la procédure quand vous avez envie. Ça dépend quand est-ce que vous voulez être divorcé. Plus tôt vous lancez la procédure, plus tôt vous serez divorcé. Alors ensuite, de toute façon, le contrat sera appliqué dans les deux pays. Bénédicte revenait sur une question précédente. Oui, de toute façon, le contrat de mariage s'appliquera pour le juge allemand ou pour le juge français, puisque c'est tout l'intérêt d'avoir D'un signé contrat. un contrat de mariage. Alors, peut-être encore quelques questions avant de terminer ce webinaire.
Alors, si vous souhaitez poser des questions plus précises sur votre situation et prendre conseil sur le tribunal compétent, la loi applicable, dans quel délai et éventuellement fixer votre résidence en fonction de ces questions, vous pouvez m'écrire sur cette adresse email cr@richard-avocat au pluriel.com pour une consultation et l'analyse de votre situation. Alors, Roselyne nous demande quelles sont les conséquences de visite alternée ou droit de visite en fonction du droit allemand. Alors, je comprends pas très bien la question. Alors, en fait, ce n'est pas une visite alternée, c'est soit une résidence alternée, ça veut dire que les enfants vivent, par exemple, une semaine sur deux, lundi au lundi, chez leur père et la semaine suivante chez leur mère. Et le droit de visite et d'hébergement, c'est de façon classique un week-end sur deux et la moitié des vacances avec la résidence habituelle chez l'un ou l'autre des parents. Mais on ne comprend pas bien votre question sur quelles sont les conséquences. Est-ce que ce sont vous voulez dire des conséquences financières, Roselyne? Alors, sur les conséquences financières, bah, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez vos enfants un week-end sur deux, la moitié des vacances, le père vous paiera une portion alimentaire beaucoup plus importante que si les enfants vivent une semaine sur deux avec lui, puisque il prendra plus les enfants à son domicile. Alors, il y a aussi d'autres aspects, j'imagine que c'est la même chose en Allemagne, mais en France, quand vous avez les deux enfants, par exemple, en résidence alternée, on partage chaque enfant sur le foyer fiscal. Vous avez la résidence habituelle de vos deux enfants, donc c'est calculé dans vos parts. Et le parent qui a les enfants un week-end sur deux ne peut pas les comptabiliser dans sa déclaration d'impôt. Alors, Audrey nous dit, sachant que j'ai mis ma carrière entre parenthèses pour la sienne, la loi allemande est-elle la plus judicieuse pour moi? Bah, évidemment, a priori, oui. Ça, ce sont des éléments à mettre en avant, montrer que vous avez pris en charge vos enfants, que vous avez du coup fait économiser à votre époux aussi des frais de nounou, de garderie, etc. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Et surtout, vous avez le principe du partage des droits à la retraite dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais de toute façon, vous pouvez retrouver la présentation à partir de demain. On vous remercie pour votre participation et votre présence aujourd'hui et vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail laissée en contact. Merci.